Alors, la dernière fois, nous nous sommes arrêtés donc ici au niveau du référencement naturel en utilisant ici là l'extension Yoast SEO. J'espère que vous vous rappelez très bien. Quand nous sommes sur notre site internet et que nous sommes connectés en tant qu'administrateur, on peut déjà voir ici là que Yoast SEO est installé. Regardez très bien ici tout en haut là, dans la barre latérale qui est en haut ici. Vous avez bien Yoast SEO. Vous voyez très bien qu'à partir de Yoast SEO, on peut avoir le score de notre page quand on est positionné sur la page en question. Donc, à chaque fois qu'on sera connecté en fait sur notre site internet, en tant qu'administrateur, tout en haut, on aura toujours le YC là pour Yoast SEO qui va nous donner quelques éléments de notre page, notamment le score. On a bien vu que lorsque c'est rouge, ça veut dire qu'il faut faire encore des améliorations. Il faudrait au moins que ce soit orange pour pouvoir quitter. Donc là, c'est un autre menu de Yoast SEO qui nous permet donc de configurer le référencement naturel. Voilà, la dernière fois, nous sommes séparés donc ici là sur un autre élément en ce qui concerne le SEO. C'était cela Google Search Console. Alors la Google Search Console en fait c'est tout simplement la Google Search Console en fait c'est tout simplement ici un outil en fait qui va nous permettre de vérifier si le référencement naturel de notre page est correct. Donc si en fait notre page en fait ou notre site internet est bien référencé. Donc à chaque fois qu'on va vouloir vérifier est-ce que notre page est bien référencée, on va directement essayer de faire avoir recours à ce qu'on appelle cela Google Search Console. Vous voyez, quand je tape sur Google là, il apparaît uniquement en premier résultat de la recherche. Voilà, Google Search Console, c'est tout simplement ici là, l'outil, comme je dit tout à l'heure, qui va nous permettre de pouvoir suivre les performances de notre SEO. Puisque lorsqu'on a créé notre site internet, on a installé l'extension pour le SEO, nous devons installer l'extension pour faire l'optimisation, nous devons installer l'extension pour la sécurité, pour donc vérifier encore tout cela. Donc, la Google Search Console, en fait, qui est l'outil de Google, va tout simplement nous permettre encore de bien voir est-ce que les performances de notre référencement est correct. On va toujours, donc c'est quelque chose qu'il faut toujours mettre en place quand vous avez installé votre site. Ça fait partie des choses obligatoires. Si vous voulez à chaque fois avoir un œil euh, dessus. Donc, ce que nous allons faire aujourd'hui, nous allons tout simplement voir comment est-ce qu'on peut le mettre en place, un guide, et quand vous allez créer votre site internet, vous allez penser à venir ici là l'utiliser. Donc pour le rechercher, c'est simple, vous tapez tout simplement ça sur Google. Google cette console. Dans le groupe, j'ai mis ça, j'ai mis le lien d'accès dans le groupe directement. Donc quand je vais cliquer dessus, je vais cliquer sur le premier lien. Donc c'est search.google.com slash search-console. Donc comme je disais tantôt, c'est l'outil de Google. Donc il va nous permettre de faire quoi? Premièrement, il va nous permettre de voir comment est-ce que notre site web apparaît dans les résultats de recherche. Il va nous permettre de voir quelles sont les pages visibles, quels sont les clics qui ont été faits, quelles sont les impressions qui ont été faites. Lorsqu'on parle d'impression, en fait, c'est le nombre de fois que peut-être le site a été chargé sur le périphérique ou alors sur le périphérique en fait d'un utilisateur. Donc, à travers donc, la Google Search Console, comme vous pouvez le voir ici, on va pouvoir donc identifier par exemple les mots-clés qui attirent nos visiteurs. Donc, il y a plusieurs éléments là quand nous sommes connectés. Là, ça apparaît ainsi parce que j'ai déjà un site, j'ai déjà un site internet qui est configuré dessus, qui est mon propre site. Donc là, on montre donc ici, là, on va voir peut-être les performances ici là pour voir comment est-ce que notre site web réagit par rapport ici par exemple aux recherches qui sont faites. Donc on va identifier par exemple les mots-clés qui ont beaucoup été cherchés sur Google et que notre site web a apparu avec les résultats de recherche. À travers également la Google Search Console, en fait, on va pouvoir également détecter les erreurs techniques. Par exemple, quelles sont les pages qui ne sont pas indexées? Lorsqu'on parle de pages qui ne sont pas indexées, ça veut dire quoi? Quand on crée un site internet, en fait, normalement, il faudrait qu'on indexe toutes les pages. Ça veut dire quoi? Il faudrait qu'on fasse en sorte que toutes les pages soient visibles sur les moteurs de recherche. Et pour le faire, nous avons fait la dernière fois avec Yoast SEO. Lorsqu'on a configuré le référencement naturel sur chaque page, en fait, normalement, ces pages, en fait, doivent être référencées. Et maintenant, pour accélérer cela, donc, on passe également par Google Search Console pour pouvoir indexer chaque page de manière individuelle. Donc, une fois qu'on aura fait donc ça, on va pouvoir détecter si les pages ne sont pas indexées. On va regarder s'il y a des problèmes sur mobile. Parfois, il y a des problèmes sur le téléphone en fait d'affichage. Google Search Console va donc pouvoir vous montrer cela en fait. Pourquoi il vous montre cela? Parce que, rappelez-vous très bien, il avait dit quoi? Quand il y a des problèmes sur le mobile, donc ça veut dire que lorsque le site internet n'est pas suffisamment référencé,
n'est pas suffisamment ici là responsif, qu'est-ce que Google va faire? Google va souvent vous sanctionner. Et si on vous censure, ça vous dit qu'on va vous avertir parfois. Donc, à travers la Google Search Console, donc, Google va parfois vous informer des choses qui ne vont pas. Regardez par exemple au niveau des messages. Les messages là, ça peut être les messages positifs, comme les messages négatifs. Donc, ils vous informent sur certains sujets. Ils vont vous dire par exemple que telle page ne charge pas bien, telle page n'a pas fait ci, n'a pas fait ça. Regardez par exemple ici là au niveau des messages, on me dit quoi? Félicitations, votre site a enregistré 120 clics en 28 jours. C'est pour dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 128 personnes en fait qui ont cliqué sur mon site internet pendant les 120, pendant les 28 jours, donc pendant le mois qui est passé. Donc il y a les notifications là qui vont vous envoyer à chaque fois pour vous informer sur votre site internet. Donc ça peut être des trucs positifs comme ça peut être des trucs négatifs. Regardez par exemple ici là, on me dit quoi? On me dit que le 10 mai par exemple, on me dit qu'il y a un nouveau problème sur les données structurées. Donc par exemple sur les produits par exemple, ça c'est sur l'un de mes sites internet. Donc ça c'est des choses comme ça qui vont vous envoyer parfois, qui vont vous permettre d'ajuster votre site internet. Parfois on va vous dire par exemple qu'une page charge trop lentement. Google Search Console va vous dire cela. Il y a une page qui charge très lentement. Elle va vous indiquer la page en question. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez juste aller sur la page donc, comme routine, vérifier ce qui ne va pas et ajuster. Et quand Google va indexer donc la page en question sera bien notée. Une autre chose importante, c'est que à travers la Google Search Console, en fait, vous allez donc vous allez venir là soumettre de manière manuelle toutes les pages de votre site internet. Pourquoi? Le plus souvent, lorsque je vais créer par exemple mon site internet comme celui-ci, le temps de propagation sera long en fait. Le temps que les moteurs de recherche viennent chercher mon site sera long. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais télécharger ce qu'on appelle le sitemap. La dernière fois, j'ai parlé de sitemap. Si vous vous rappelez très bien. Le sitemap, c'était quoi? C'était donc un fichier là qui regroupe toutes les pages de mon site internet, toutes les pages, que ce soit les articles, que ce soit les commentaires, que ce soit les pages proprement dites. Donc le sitemap va contenir toutes les pages de mon site internet. Et ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais tout simplement copier ce sitemap là, venir dans ici là, le mettre sur Google Search Console. Et donc quand je vais le mettre sur Google Search Console, qu'est-ce que ça va faire? Ça va indexer donc toutes les pages qui se trouvent dans mon sitemap. Donc, le plus souvent, c'est ce qui est utilisé par le moteur de recherche. Donc là, quand on va le mettre dans Google Search Console, ce sera là pour accélérer le processus de référencement en fait de notre site internet. Donc la Google Search Console en fait c'est quelque chose qui est très indispensable si vous voulez essayer d'améliorer le référencement de votre site internet. Parce que lorsqu'on crée un site internet, on ne va pas s'arrêter juste là à créer le site internet et l'abandonner. Non. Je vous ai parlé de la routine de la dernière fois. Mais au même titre que vous faites en fait les mises à jour, vous vérifiez la sécurité, vous devez également vérifier le référencement. Donc Google Search Console, quel que soit le type de site que vous utilisez, même si c'est WordPress, même si c'est un peu un site WordPress en fait, Google Search Console va vous être utile pour analyser votre référencement naturel, notamment pour suivre cela. Premièrement, les performances SEO, pour soumettre les différentes pages dans votre site, comme je disais tout à l'heure, pour corriger les erreurs techniques. Par exemple, la dernière fois, je vous parlais de page 404. Donc, si on a chaque fois une page 404, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'on essaye d'accéder à des liens qui sont cassés. Donc, par exemple, vous pouvez créer votre site internet, vous mettez des liens, vous dites que plus tard, vous allez créer ces pages-là. Après, vous oubliez de créer ces pages. Google, quand il indexe votre site internet, qu'est-ce qu'il fait? À chaque fois qu'il va avoir un lien interne à votre site internet, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer d'accéder à ce site-là. S'il essaie d'accéder, donc, et ça n'existe pas, c'est une page qu'on appelle page 404. Donc, ça veut dire que la ressource n'est pas disponible, la ressource n'existe pas. Et donc, il va vous envoyer des messages, comme vous l'avez vu tout à l'heure ici, là. Vous dit, par exemple, que telle page que vous avez utilisée dans tel lien que vous avez utilisé dans telle autre page, en fait, n'est pas disponible, en fait, ou alors n'existe pas. Il va vous demander aussi là d'aller de corriger cela, soit de retirer cela, soit alors de créer la page en question. Et donc, à travers également la Google Search Console, en fait, vous allez pouvoir donc ici là inspecter vos différentes URL. Donc, vous allez pouvoir analyser les liens externes de votre site internet. Ça peut être les liens des sites, de votre site internet, qu'on appelle encore les backlinks, donc les liens qui partent toujours dans votre site internet. Voilà les liens qui sortent de votre site internet. Rappelez-vous très bien ici là de la stratégie SEO que nous avons vu la dernière fois. Donc, ce qu'il faut comprendre avec Google Search Console, c'est que la Google Search Console, en fait, c'est un complément ici à... On va modifier un peu la page ici. La Google Search Console, en fait, c'est un complément, en fait, à Yoast SEO, en fait. C'est tout simplement un complément. Donc, ça vient compléter ici, là, Yoast SEO. Pourquoi? Yoast SEO vous permettait de faire quoi? Avec Yoast SEO, qu'est-ce qu'on faisait? On ne faisait que nous aider
à bien mettre en place le contenu, à bien mettre en place les métadonnées. Maintenant, la Google Search Console, lui va permettre de faire quoi? Va permettre de nous montrer comment est-ce que ce contenu que nous avons optimisé avec Yoast SEO est aperçu par un moteur de recherche comme Google. Donc, les deux vont de pair, les deux vont ensemble. Donc, quand vous allez travailler, en fait, il faudrait donc vous documenter bien, même encore en ce qui concerne Google Search Console, ou d'une zone, tout simplement nous arrêter à comment est-ce qu'on les met en place, comment on ajoute ici dans le sitemap. Maintenant, le reste, c'est à vous de découvrir pendant vos travaux, parce que c'est un logiciel qui est assez vaste. Nous, on va se concentrer juste sur le minimum possible. Maintenant, ça sera à vous donc de faire des recherches, de regarder des tutoriels pour bien voir tout le potentiel en fait de la chose. Est-ce que ici il y a des questions? Ok, si quelqu'un a une question, activez sur le micro et pose avant qu'on continue. Ok, s'il n'y a pas de questions, on va donc continuer. Donc, je vous ai présenté dans la Google Search Console à quoi ça sert. Maintenant, comment est-ce qu'on va le mettre en place, Google Search Console, pour qu'il puisse communiquer ici là avec notre site internet. Pour mettre en place la Google Search Console, c'est simple. Vous allez tout simplement aller sur le lien que vous avez envoyé dans le groupe. Donc, regardez dans le groupe là, il y a le lien que vous envoyez. C'est tout simplement search.google.com/search console. Donc, quand vous tapez la Search Console là et que vous lancez là tout simplement, ça va aller sur la page en question. Mais quand c'est la première fois, en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous demander de lancer. Bon, on va un peu essayer. Bon, je ne veux pas recommencer, en fait. Quand c'est la première fois, vous allez voir tout simplement une page comme celle-ci. Donc, laissez-moi ici, vous allez voir. Vous êtes un navigateur privé. Voilà comment ça se présente, en fait, la première fois. J'espère que vous voyez mon écran. Donc, la première fois, en fait, voilà comment ça se présente, en fait. Donc, quand c'est la première fois, il va se présenter comme ça. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement cliquer sur commencer maintenant. Donc là, on est en train de voir comment est-ce on connecte en fait un site WordPress à Google Search Console en fait. Donc la première étape, c'est quoi? Vous devez créer un compte sur Google Search Console en fait. Vous voyez que quand j'ai cliqué sur commencer, donc, sur démarrer, il me demande de créer un compte. Donc quand vous allez créer un compte, donc, et que votre compte sera donc créé, vous allez venir ici là. Ça va se retrouver donc, la page sera maintenant comme ça en fait. Parce que là, je suis maintenant connecté. Mon compte a été créé. Donc, qu'est-ce que vous faites? Première chose, vous vous rendez sur le site search.google.com/search console. Vous connectez votre compte Google. Oui, c'est un outil de Google. Donc, forcément, il faut un compte Google pour vous connecter. Donc, une fois que vous êtes connecté sur Google, vous allez ajouter ce qu'on appelle ici là, la propriété. Vous allez ajouter une propriété. Une propriété, c'est quoi? Une propriété, c'est tout simplement votre site internet. Donc, quand ça sera la première fois, donc, automatiquement, il va vous montrer, donc, il va vous présenter la page de création d'une propriété, d'ajout d'une propriété. C'est-à-dire quoi? L'ajout d'un site web. Donc, que ce soit un sous-domaine, que ce soit un domaine, vous allez pouvoir le faire. Donc, par exemple, avec vos sous-domaines que vous avez donnés, en fait, vous pouvez configurer cela. Donc, quand on va ajouter une propriété, qu'est-ce qu'on fait? On vient à ce nouveau-ci, en fait. On vient à ce nouveau-ci. Vous allez voir toujours un endroit comme ça, là. Vous allez cliquer dessus. Vous allez cliquer sur ajouter la propriété. Mais vous, si c'est la première fois que vous ouvrez, directement, quand vous allez vous connecter, il va vous montrer cette page ici en fait. Donc c'est sur cette page ici là qu'on va ajouter la propriété. Et il y a deux manières pour ajouter la propriété. La première manière, c'est à travers notre nom de domaine. Donc si on a un nom de domaine propre à nous-mêmes, si on a notre serveur et on a acheté notre nom de domaine, on va directement prendre cette option-ci là. Mais nous, vous ne pouvez pas faire ceci. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas accès au serveur. Pour faire ça, il faut avoir accès au serveur parce qu'il y a les DNS qu'on va modifier. Vous vous rappelez très bien d'avoir fait le DNS au début du cours. Donc ici, là, on ne peut pas le faire. Vous ne pouvez pas le faire parce que vous n'avez pas accès au serveur pour pouvoir ici, là, configurer le DNS. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre toujours le préfixe de URL. On va juste mettre ici, là, l'URL qu'on veut et on va passer. Donc, par exemple, je vais indexer par exemple mon site internet qui s'appelle fwp1.homedev.com. Qu'est-ce que je fais? Je copie tout simplement mon lien. J'ai bien cliqué ici sur ajouter propriété. Je choisis celui-ci d'abord. Je mets mon lien ici là. Je saisis tout simplement l'URL. Donc une fois qu'il a saisi l'URL, qu'est-ce que je fais? Je fais quoi? Je prends tout simplement continuer. Donc quand je prends continuer, donc il va valider ici là ma propriété. Il m'a affiché dans une nouvelle page où maintenant la propriété sera ici là disponible. Donc voici la prochaine étape. Donc, la deuxième étape, c'est quoi? C'est la validation de la propriété. Donc j'ai déjà ajouté la propriété maintenant. Il faudrait maintenant que je confirme que c'est moi et le site là m'appartient.
Si on ne peut pas tout simplement venir là, mettre un site internet et commencer à travailler. Ils vont se rassurer si c'est votre site internet. C'est quelqu'un de méchant peut venir mettre votre site internet là, il dit que c'est pour lui, vous faites du mal. Là, Google va se rassurer que est-ce que le site nous appartient. Donc, pour vouloir vérifier si le site nous appartient, il va nous demander donc de vérifier la propriété. Il y a plusieurs manières pour vérifier cette propriété-là, en fait. La première chose, c'est quoi? Il va nous demander, par exemple, de télécharger le code HTML. Il va nous demander de télécharger le code HTML et d'aller mettre sur notre serveur. Vous ne pouvez pas faire ça. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas accès au fichier du serveur. Moi qui ai accès au fichier de mon serveur, je peux tout simplement télécharger ça, en fait. Et je m'avais collé sur mon serveur, donc dans le dossier de mon projet. Je colle simplement dans le dossier de mon projet et je vais ici là, et qui suis validé. Donc ça, vous ne pouvez pas faire. Vous pouvez faire ceci si seulement vous avez acheté un serveur. Vous allez mettre ça dans le dossier du serveur. Un peu comme mettre un dossier sur votre machine, en fait. Mais vous ne pouvez pas faire ceci là. Vous allez tout simplement venir ici là sur balise HTML. La deuxième méthode, c'est de faire quoi? C'est d'ajouter ce qu'on appelle une balise HTML. Alors, est-ce qu'on peut faire la balise HTML? Oui. Rappelez-vous très bien. La dernière fois, Madame Belgrade avait posé la question de savoir est-ce qu'elle-même peut référencer peut-être son code. Je ne sais pas si c'était la question exacte. Elle demandait si, en tant que peut-être développeur, on peut donc modifier les éléments. J'avais expliqué un truc comme ça, en fait. Du fait qu'on peut donc, que moi, en tant que développeur, je peux insérer des codes moi-même au niveau de l'entête de la page. Parce que je connais déjà comment ça fonctionne. Des choses, par exemple, que SEO ne me permet pas de faire en version gratuite. Je peux donc l'insérer moi-même. Et pour le faire, qu'est-ce qu'il doit faire? Je vais tout simplement aller dans la balise qu'on appelle head, insérer du code. Donc, c'est l'option que nous allons utiliser. Il y a deux options que vous pouvez utiliser actuellement. Il y a l'option Google Analytics, il y a l'option Google Tag Manager. Les trois méthodes que vous pouvez utiliser, donc, vous pouvez utiliser l'option balise HTML, vous pouvez utiliser l'option Google Analytics, vous pouvez utiliser l'option Google Tag Manager. Google Analytics, en fait, c'est l'option la plus facile, en fait. Donc, c'est l'option la plus facile. Qu'est-ce que vous faites? Vous installez tout simplement l'extension Google Scikit. Il va vous montrer ça tout de suite. Donc, pour la première option, en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement installer une extension qui nous permet donc de modifier l'entête d'une page sur WordPress. Vous voyez que, quel que soit ce que je vais faire, en fait, il y a des extensions qui existent. Si vous n'êtes pas développeur, moi qui est développeur, en fait, je peux aller modifier directement le code. Mais vous n'êtes pas développeur. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous pensez tout simplement à une fonctionnalité. Donc, si je vais étendre une fonctionnalité sur mon site WordPress, je pense à une extension qui peut le faire. Or, maintenant, pour ajouter un code comme celui-ci là, pour confirmer que le site m'appartient, il faudrait que je parte sur mon site, en fait. J'ajoute ce code ici, en fait. Je copie ce code ici, là, ce copier. Je m'en vais ajouter sur mon site. Or, étant donné que je ne suis pas développeur, il ne peut pas connaître où je vais ajouter cela. Je vais tout simplement aller chercher une extension qui permet de le faire. Donc, sur WordPress, donc, il y a une extension qui permet de le faire. Il s'appelle ici là WordPress Code. J'ai mis ça là dans le groupe, en fait. C'est ici le nom. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Je vais tout simplement aller au niveau de mon site internet. Je vais chercher l'extension qui s'appelle WP Code. Et l'extension WP Code va tout simplement me permettre d'ajouter donc ici un code à l'entête de ma page. Je viens là, je m'en vais tout simplement sur extension. Au niveau d'extension, il va ajouter une extension tout simplement. Il clique tout simplement sur ajouter une extension. Je clique sur, je viens là sur la recherche d'une extension. Je vais taper tout simplement WP Code. Tape dans ta barre d'adresse là. Quand il écrit WP Code, tu peux voir donc plusieurs extensions qui permettent de le faire. Alors là, l'une des premiers, c'est ceci. Il y a WP Code. Il y a également All-in-One SEO. C'est surtout une extension SEO. Mais nous, on a déjà installé une extension SEO. C'est la raison pour laquelle je n'ai plus pris ceci. Mais si j'avais pris ceci au départ, je pouvais donc utiliser également ceci. Rappelez-vous très bien, je n'ai même pas besoin d'installer WP Code, mais j'installe WP Code. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus adapté. Rappelez-vous très bien qu'avec Yoast SEO, il y avait un endroit, si vous avez bien suivi le cours la dernière fois, il y avait un endroit où je pouvais modifier les entêtes de mes pages. Rappelez-vous très bien. Donc, je peux même directement aller dans Yoast SEO, je cherche l'endroit où dans les réglages, en fait, je cherche l'endroit où je peux mettre le code en question. Mais moi, je veux une extension qui est adaptée, pour ne pas mélanger, en fait. Yoast SEO, c'était pour le SEO. Je le laisse faire son travail. Je cherche dans une extension qui s'appelle WP Code, insert header and footer, c'est-à-dire quoi? On va insérer des codes à l'entrée de notre page et comment, et dans le footer, on appelle ça également footer de notre page, en fait, au pied de notre page.
Donc, je vais tout simplement installer WP Code. Une fois que j'ai installé, je l'active. Je vais tout simplement donc ici venir donc copier la balise en question. Je peux se copier. Je reviens là, j'active. Une fois que j'ai activé, donc, je m'en vais sur lui. Il est où là il est parti où? On va juste chercher l'extension et ajouter notre fichier, notre truc à l'entête. Euh, on va le rechercher facilement là. WP. Ok, là voici WP code, extrait de code. Elle est là. Donc, bon, normalement, quand on l'installe, il va ouvrir ici là quelque chose pour. Quoi. Quand on l'installe, en fait, dans la barre latérale ici là, droite, gauche autant pour moi, vient se placer. Donc, le voilà qui s'est installé là, extrait de code. Et ce que je vais donc faire, c'est quoi? C'est que je vais ajouter tout simplement un extrait de code. Où est-ce que je vais l'ajouter? Ajouter un extrait de code à l'entête du pied de page. Je clique tout simplement dessus. Il vient de repasser la page qui se présente ainsi. Qu'est-ce que je vais faire? Puisqu'on a dit qu'à l'entête, ici on a dit à l'entête, regardez bien là, on a dit copier la balise méta ci-dessous et coller là sur la page d'accueil de votre site. Elle doit être placée dans la section Head. On appelle ça la section d'entête en fait, avant la première balise body. La balise body, c'est la balise qui a tout le corps de la page. Je reviens là donc, c'est à l'entête que je vais ajouter. Et puis tout simplement là, colle tout simplement mon contenu. Une fois que j'ai collé, qu'est-ce que je fais? J'enregistre tout simplement. C'est euh, alors c'est WordFence qui m'affiche ceci en fait parce qu'il veut se rassurer que c'est vraiment moi. Ouais, parce qu'il dit que c'est peut-être une opération qui n'est pas correcte. Je dois actualiser. Et en fait, il voit ça comme un call de malveillant en fait. Donc, c'est la raison pour laquelle on vous dit d'installer un thème de une extension correcte. Comme WordFrame, ça permet de détecter s'il y a les choses qui ne sont pas correctes et ça bloque cela en fait. Donc, il a vu que c'est correct, il va le laisser passer. Donc, une fois que c'est fait, donc j'ai enregistré, qu'est-ce que je fais? Je reviens donc ici là, je clique sur valider. Tant que vous n'avez pas validé, il ne va pas accepter que c'est le vôtre. Donc, tant que vous ne validez pas, il ne va pas le reconnaître. Donc, une fois que vous l'avez fait, il faut toujours venir ici là, donc cliquer sur valider. Il va donc regarder si c'est vraiment notre site web. Il va donc voir que la propriété était validée. Donc, puisque la propriété était validée, il sait donc ici là que c'est notre site web. Donc, une fois que ça a été validé, donc qu'est-ce qu'on fait? On clique sur terminer. Vous pouvez donc cliquer également sur accéder à la propriété. Mais maintenant, une fois qu'il a cliqué sur terminer, il peut revenir donc ici. Il cherche dans la propriété que je viens d'ajouter. La voici. Donc dessus. On voit que je viens d'ajouter ma propriété. Il n'y a encore rien. Il n'y a encore rien là qui est indexé. Donc quand vous ajoutez une propriété, en fait, il vous dit si votre site web est déjà indexé ici là. Donc ce que nous on va faire, c'est que on va soumettre notre site internet à Google pour qu'il puisse indexer directement notre site internet. J'espère que jusque-là c'est bon pour vous. Est-ce que c'est bon pour vous? Ok. Donc ça c'est la première méthode que je vous montre. En fait, la deuxième méthode, vous pouvez passer par Yoast SEO. La troisième méthode, vous pouvez passer par Google Sitekit. Google Sitekit, en fait, c'est l'outil de Google qui regroupe tous ces éléments, en fait. Donc, par exemple, pour les statistiques, rappelez-vous très bien, il faut toujours installer Google Sitekit également. Google Sitekit va vous permettre ici là d'avoir toutes les statistiques sur votre site WordPress et avoir accès également à tous les outils comme Google Search Console de WordPress. Vous pouvez installer Google Sitekit, c'est la même chose. Vous allez venir tout simplement ici là sur les extensions. Vous cherchez tout simplement Google Sitekit. Donc, je vais mettre ça dans le groupe extension installée. Il y a Google Sitekit. C'est un kit qui a beaucoup d'éléments en fait et c'est obligatoire également. Quand il dit obligatoire, c'est pour vous dire quoi? Ce sera très utile pour vous qui êtes en train de créer sur Internet. Par exemple, pour voir, par exemple, quel est le nombre de visiteurs qui ont visité le site aujourd'hui, quels sont les nombres de visiteurs qui sont passés peut-être avant-hier, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est quelque chose qui est très important. On va le voir peut-être demain matin, quand on sera en train de faire le TP.
Donc, une fois qu'on a installé ça, donc, on va donc dire cela que notre site web est déjà lié à Google Search Console. Donc, on a déjà le site sur Google Search Console. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut soumettre toutes les pages de notre site internet afin que toute cette page en fait soit indexée. Qu'est-ce qu'on va faire donc? Soumettre notre site internet. On va regarder comment on appelle ça? On va aller regarder dans ici là notre sitemap. Rappelez-vous très bien l'autre jour, j'ai parlé de sitemap. On s'était même arrêté parce que je cherchais l'endroit où c'était. Donc, comment est-ce qu'on peut voir le sitemap? Ce qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est que le sitemap est généré automatiquement lorsqu'on crée cet internet. Automatiquement, lorsqu'on crée cet internet, il est généré. WordPress génère cela en fait. Mais quand vous êtes sur un site internet qui n'a pas été créé par WordPress, par exemple, un site internet qui est écrit peut-être avec HTML, CSS, JavaScript ou alors PHP ou Java, c'est à vous de construire dans le fichier sitemap. C'est tout simplement un fichier que vous allez placer à la racine de votre projet, qui sera un fichier HTML. Un fichier HTML, c'est le couple clé, valeurs. Les valeurs, c'est un code HTML. À l'intérieur, nous avons les valeurs. Donc nous, pour connaître où est notre fichier sitemap, c'est très simple. Puisqu'on a installé également, on a installé Yoast SEO, on peut facilement voir puis, où se trouve en fait. L'avantage avec Yoast SEO, c'est quoi? C'est que quand on installe Yoast SEO, en fait, il personnalise en fait notre sitemap. Le sitemap, c'est quoi? Je vous ai dit ça au départ. Le sitemap, en fait, c'est le fichier qui va contenir toutes les pages de notre site internet. Ça va nous permettre donc de facilement indexer toutes ces pages. Lorsqu'on dit indexer toutes ces pages, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'on va informer le moteur de recherche que voici toutes les pages de notre site internet. Et donc, il va y aller regarder les titres, les métadonnées et tout. Et quand quelqu'un va rechercher quelque chose en ligne, directement, il va aller chercher. Parce qu'il aura déjà mis cela dans sa base de données. Contrairement au référencement, à la propagation normale. La propagation normale peut durer des mois et des mois. Parce que le temps que le moteur de recherche vient chercher votre site internet, ça va durer. Donc, quand vous brusquez cela, en allant dans chaque moteur de recherche, indexer votre site internet, c'est déjà un avantage. Donc, pour retrouver le site sitemap avec peut-être Yoast SEO, qu'est-ce que vous faites? Vous allez tout simplement venir au niveau de Yoast SEO, juste dans la barre latérale là. Au niveau de Yoast SEO, qu'est-ce qu'on fait? On vient tout simplement au niveau de réglages. Quand nous sommes au niveau des réglages, on va chercher, je pense que c'était fonctionnalité du site web. On va aller sur les fonctionnalités du site web du site et on va tout simplement descendre. On va descendre ici au niveau des API. Vous voyez qu'au niveau des API, qu'est-ce qu'on a? On se rassure bien que la fonctionnalité plan de site XML. Donc le sitemap, en fait, c'est le plan de notre site internet. J'avais dit ça la dernière fois même. Donc c'est le plan du site internet qui contient toutes les pages, donc l'adresse de toutes les pages du site. Ça facilite ça le moteur de recherche comme Google. Et vous venez donc indexer cela. Donc une fois que c'est activé, donc, pour voir le lien, qu'est-ce qu'on fait? On clique tout simplement sur consulter le plan. Vous voyez que voilà le plan en question. Il a regroupé le plan ici là en fonction des éléments du site. Il y a la partie produit, la partie des pages, la partie des catégories, la partie des articles et tout. Donc c'est ceci là que nous on va copier. On va copier ça. Juste la suite là. On va revenir ici là au niveau de Google Search Console. Donc, une fois qu'on sera dans Google Search Console, qu'est-ce qu'on va faire? On va soumettre tout simplement ici là notre Google Sitemap. Donc on va venir au niveau de Google de Sitemap ici, à droite, à gauche là. Au niveau de Sitemap, qu'est-ce qu'on va faire? On va soumettre notre Sitemap. Vous allez voir que actuellement notre site web n'est pas indexé, donc il n'y a aucune page parce que le référencement, on venait de faire la liaison. Normalement, si on laisse ça peut-être un jour, on revient, il aura donc détecté lui-même les pages et il va les mettre ici en fait. Mais puisque nous on veut brusquer cela en fait, on veut faire que ce soit rapide, on vient directement là. On va mettre notre sitemap. Le sitemap c'est quoi? L'adresse du site internet slash le nom du fichier sur le serveur. C'est sitemap index.html. Et clique tout simplement sur envoyer. Vous allez voir que dès qu'il va charger, il va retrouver toutes les pages, il va les lister tout simplement ici. On voit que ça a été envoyé, mais qu'est-ce qu'il va donc faire maintenant? Il va donc traiter cela en fait. Et plus tard, il va donc venir ici là, le mettre. Alors pourquoi il a fait cette erreur ici? Ok, c'est bon. C'est un traitement. Donc il va en fait analyser tout ça en fait. Et au fil du temps, toutes les pages là vont venir ici là être listées. Regardez, on va faire un exemple simple. Regardez par exemple, si je vais sur mon site web homedev.com, vous allez voir que au niveau de sitemap, qu'est-ce que j'ai?
Il y a ici là toutes les pages de mon site. Vous voyez, il a listé toutes les pages. Tous les sitemaps en fait ont été listés. Et quand je vais cliquer sur chaque truc en fait, il me montre très bien les caractéristiques. Vous voyez, c'est là que il me donne les statistiques dessus en fait. Donc, ça peut vous montrer c'est là que quelque chose qui fonctionne très bien. Donc une fois que j'ai fait cette liaison, c'est en fait avec dans le temps tout mon contenu de cela va être indexé. Une fois que le contenu sera donc indexé, alors mon site web va être référencé obligatoirement. Ah, j'ai fait une erreur ici en fait. C'est sitemap. Oui, c'est ça, bon, c'est ça, oui. Bon, XML, c'est bon. Il est en train de travailler dessus, donc forcément, quand Google quand il va traiter, en fait, il va afficher cela. Donc voilà la procédure, en fait. Vous voyez, il a terminé, en fait. Opération réussie. Vous voyez que il a indexé toutes les pages de mon site. Donc, s'il vient au niveau des pages, maintenant, si vous allez voir, on n'a pas encore fini le traitement. Donc, le traitement est encore en cours. Donc, il va finir le traitement de données en cours. Donc, il va finir dans le traitement des sitemaps ici là. Il va venir ici là, tout simplement, afficher tous les sites web qu'il a retrouvés, en fait. Donc, actuellement, il est en train de traiter, puisqu'on venait de faire, en fait, l'indexation. Donc, d'ici peut-être quelques heures là, vous allez voir, toutes les pages de mon site vont apparaître ici là. Et donc, ça facilite ici là le référencement de mon site. Et une fois que je serai ici là, donc, ça sera même temps facile pour moi de voir les performances. Et donc, pouvoir analyser tout ce qui concerne les performances de mon site internet. Les requêtes, rappelez-vous des requêtes, les pages, le pays, les appareils qu'on consulté, l'apparence des résultats de recherche. Donc, il va me montrer toutes les caractéristiques en fait ici là. Et au niveau également du core web vital, il va me montrer en fait certains éléments toujours de mon site, notamment c'est le référence responsif en fait. On va l'élément le plus important qu'il faut faire. Vous allez lier à Google Search Console. Une fois que vous allez lier, donc à Google Search Console, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement ici là télécharger votre sitemap et c'est tout. Maintenant, le reste des choses, vous pouvez là ici vous-même gérer par la suite. C'était tout ça ce qui concerne donc la Google Search Console. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que Google Search Console est un allié, en fait, c'est là de Yoast SEO. Les deux marchent ensemble. Je vous ai montré donc la première méthode pour l'insérer. Là, demain, nous allons voir la deuxième méthode avec Google Sitekit. Il y a des extensions également importantes qu'il faut installer pour contrôler son site internet. Alors, est-ce que c'est bon pour vous? S'il y a des questions, questions? Ok, s'il n'y a pas de questions, on va donc continuer. Alors, dans la suite, du coup, on devait voir, au niveau des détails, on devait voir, puisque nous sommes toujours au niveau du SEO, le référencement naturel, on devait voir maintenant l'intégration dans le réseau de recherche et la newsletter. Alors, lorsqu'on parle d'intégration dans le moteur de recherche et la newsletter, à quoi on veut faire référence en fait? Alors, ce qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est que on a déjà vu cela, l'optimisation SEO. Maintenant, toujours pour compléter toujours pour compléter en fait cela, le SEO, il faudrait cela qu'on passe cela à l'intégration également sur les moteurs de recherche ou alors on crée ce qu'on appelle les newsletters. La newsletter ici là entre dans le marketing, mais l'intégration avec le moteur de recherche également, c'est-à-dire presque le marketing, mais tout ceci en fait vient compléter, euh, ça vient compléter en fait cela notre SEO. Donc, lorsqu'on parle de SEO, le SEO ici là, avec l'intégration des réseaux sociaux à WordPress, ça veut dire qu'on veut tout simplement ici là relier notre site internet à différents réseaux sociaux. Ça peut être relier notre site internet à Facebook, relier notre site internet à TikTok, relier notre site internet peut-être à Instagram. Et maintenant, en les reliant comme ça, en fait, on cherche en fait ici là à générer du trafic pour améliorer notre notoriété. Rappelez-vous très bien que l'amélioration de la notoriété, en fait, ici là, c'est toujours un aspect du marketing. Le troisième pilier, en fait, favoriser cela au troisième pilier à ce qui concerne le référencement naturel. Donc, le SEO, en fait, s'il faut le dire, le SEO et les réseaux sociaux, en fait, sont deux leviers qui sont complémentaires, en fait. Donc, le SEO d'un côté et les réseaux sociaux d'un côté sont complémentaires. Quand vous faites les deux, en fait, votre site web
Vous augmentez ce qu'on appelle la notoriété de votre plateforme. Que ce soit un site e-commerce, que ce soit une entreprise qui fait la prestation de services, en jubilant dans le SEO et les réseaux sociaux, en fait, vous allez augmenter euh, la notoriété et le trafic immédiat sur votre site internet. Ça veut dire quoi? Dès qu'on va chercher quelque chose peut-être sur les réseaux sociaux en question, votre site internet va peut-être apparaître. Et si votre site internet apparaît déjà dans un moteur de recherche, par exemple, comme Facebook ou alors comme TikTok ou comme Instagram, c'est une bonne chose. Ça veut dire quoi? La notoriété, c'est là de votre site augmente. Et le fait que c'est là qu'on va connecter en fait notre site internet à les réseaux sociaux va favoriser plusieurs choses ici là. Premièrement, ça va faciliter en fait le partage des contenus. Par exemple, lorsqu'on crée les sites web de type blog, par exemple, quand vous créez les sites web de type blog, c'est important en fait ça de, je vais dire ça comment, c'est important d'ici là de faire la liaison avec les moteurs de recherche. Pourquoi? Parce que il faudrait que lorsque quelqu'un est sur votre site internet, il puisse directement en fait ici euh, ils puissent pouvoir facilement ici là venir sur votre site internet pour gérer un certain nombre de choses. Donc, lorsqu'on fait l'intégration en fait avec la moteur de recherche, premièrement, ça va nous faciliter en fait ici là euh, le partage des contenus. C'est-à-dire quoi? On aura la partie blog. Puisque lorsque les gens sont sur le blog, en fait, s'ils voient par exemple quelque part à partager, ou alors faites partager par exemple sur Facebook, ça peut l'inciter à partager. Et maintenant, quand il va partager, ça en fait là, ça améliore cela votre notoriété également. La deuxième chose, c'est quoi? C'est que lorsqu'on va faire l'intégration sur les réseaux sociaux, en fait, ça sera en fait ça pour nous permettre de centraliser là, les canaux là, de communication. Donc, puisque les canaux seront donc centralisés, ça va augmenter également la notoriété et le référencement. Raison pour laquelle on parle, on dit là qui vont de pair. L'intégration également sur les réseaux sociaux va nous permettre tout simplement de renforcer la confiance de nos visiteurs. Vous allez voir que de nos jours, quand vous avez même un business en ligne, en fait, la première chose que quelqu'un fait, c'est quoi? C'est qu'il va toujours aller peut-être sur Facebook, appeler votre nom. Imaginez quand on part sur Facebook, on tape votre nom. Ça n'existe pas. Vous voyez que c'est problématique. Personne n'aura pas confiance en vous, par exemple, parce qu'il voit que vous n'êtes même pas déjà présent sur les réseaux sociaux. Bien que vous avez fait le référencement naturel sur Google, vous êtes là, mais on vient sur un réseau social comme Facebook, par exemple, on ne voit pas votre entreprise. Vous voyez que c'est problématique. Si vous avez un business, déjà au niveau des réseaux sociaux, phare, en instant par exemple d'Instagram, Facebook, TikTok, on doit déjà voir votre business. Donc, dépendamment du type de business, vous allez aller sur la plateforme adéquate. LinkedIn, YouTube, Facebook, Instagram. Donc, ça va dépendre du type de votre business en fait. Donc, vous devez avoir une présence active sur ces différents réseaux sociaux en fonction du type de service que vous proposez. Et également, lorsque vous intégrez votre site web au moteur de recherche en fait, à WordPress, vous intégrez les réseaux sociaux à votre site WordPress que vous avez créé. Vous allez donc faire ce qu'on appelle ça boostage du trafic vers votre site. Parce que quoi? Le site internet étant sur vos réseaux sociaux, donc sur votre réseau social, par exemple Facebook, quelque part là, il y aura le lien de votre site internet. Ça veut dire quoi? Quand quelqu'un sera sur votre page, par exemple Facebook, sur votre page, votre compte Instagram, il va directement voir un lien. Quand il va voir le lien, donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement cliquer dessus pour venir sur votre site. Alors maintenant, lorsqu'on parle d'intégration sur les réseaux sociaux, la question que vous pouvez vous poser, c'est quoi? C'est que comment on va le faire? Parce qu'on n'est pas codé pour aller donc coder et mettre ces réseaux sociaux là. Il y a plusieurs manières qu'on peut utiliser pour faire cela. La première chose, c'est quoi? On va ajouter ce qu'on appelle des boutons de partage sur nos pages. Et pour le faire, il y a des extensions qu'on va utiliser. Donc, si je veux donc intégrer les réseaux sociaux à mon existence, je vais tout simplement aller sur mon site. Je cherche par exemple une extension qui permet de le faire. Je vais venir tout simplement ici au niveau de tableau de bord. Je vais tout simplement ici là sur extension. Je clique sur ajouter une extension. Donc, il y a les extensions qui permettent donc de le faire. L'une des extensions qu'on utilise le plus souvent, c'est le plugin qu'on appelle ici Add to Any. Il y a Add to Any. Si tu tapes entrer là, vous allez voir. Donc, il y a Add to Any. Vous allez voir là. Regardez. Il y a Add to Any donc, qui permet de faire quoi? Il va ajouter les boutons de partage. Donc, quand on sera par exemple sur un article, sur une page, à gauche ou à droite ou en bas, il y aura les boutons partager. Vous voyez souvent ça quand vous êtes sur les sites internet. Donc, vous voyez qu'on peut lui faire confiance. Il a été mis à jour il y a 4 semaines. Il a plus de 300 installations. Il a plus de 1000 personnes qui ont déjà utilisé, qui ont déjà noté. À côté de ça, il y a ce qu'on appelle également share count. On l'appelle share
rechercher count. On va également une extension en fait qui nous permet aussi là de faire l'intégration sur les moteurs de recherche. Alors, il a disparu. Alors, pourquoi il ne trouve pas? Ok, bon, attendez, je vais le rechercher ici. Bon, en fait, c'est une extension en fait, qui est d'une part payante, d'une part gratuite, mais forcément, si vous recherchez bien, vous allez le trouver. Alors, je vais chercher, moi, je vais encore faire une nouvelle recherche. Je vais le remettre là ici. Normalement, il existe. Si vous tapez par exemple sur Google, vous allez directement le voir. Mais ici, je ne sais pas pourquoi il n'est pas mis. Il n'est pas mis là. Bon, c'est pas grave. Si vous allez sur WordPress même, sur WordPress, vous allez voir ça directement. Rappelez-vous très bien, il y avait dit ceci. Il y a les extensions que vous allez rechercher, souvent vous n'allez pas voir, mais si c'est une extension payante, parfois vous n'allez pas voir ça ici là. Vous serez obligé d'aller télécharger sur le site de WordPress et venir dans ici là le placer. C'est un exemple. Donc. Si vous allez par exemple sur le site de WordPress même, vous allez voir ça. Vous allez faire une recherche sur WordPress directement. Il existe sur WordPress. Si vous recherchez dans ce WordPress ici, vous le téléchargez, vous l'ajoutez. Et voici l'un des plus utilisés. Il y en a plusieurs. Vous pouvez faire des recherches, mais il y en a plusieurs. Ça, c'est ce que vous avez montré tout à l'heure, là, c'est l'un des plus utilisés en ce qui concerne le partage, en fait. Donc, à côté de donc, quand vous voulez donc faire le partage, vous allez tout simplement l'installer. Et quand vous l'installez, donc, ça va vous permettre d'activer le fait que, quand on sera, par exemple, sur un article, on puisse donc partager sur les différents réseaux sociaux. Et il y en a plusieurs également. Hein. Pour afficher, par exemple, d'autres, il y a également l'autre qu'on appelle Smart Balance Social Photo. Donc là-bas, ça va permettre tout simplement d'intégrer des publications sociales qui vont afficher ce qu'on appelle les infobulles. Il y a par exemple, je vais vous montrer cela, on appelle Smart Balance Social Photo. Donc, ça permet de faire quoi? Ça permet d'aller chercher peut-être les témoignages pour venir les afficher sur votre site internet. Celui-ci, par exemple, on va installer d'abord celui-ci pour que vous voyez. Atoeni. Ça va permettre donc d'activer donc la share button for WordPress including the Atoeni button Facebook, et suite. En fait, tous les boutons que vous connaissez, on peut partager. Ça met automatiquement. Lorsque tu vas cliquer directement, il sera donc ici là. Il va pouvoir ici là faire le partage. Donc, vous pouvez régler ici là. Quand vous venez au niveau des réglages, vous pouvez donc régler pour mettre pour activer les boutons que vous voulez. Bouton de part, il y a peut-être Facebook là, il y a par mail, ici de suite. Le bouton que vous voulez. Là, c'est ici, bouton universel, vous choisissez ce que vous voulez. Mais bon, c'est libre à vous. Hein. On ne va pas trop insister là-dessus. Quand ceci est déjà fait, et que vous avez bien activé au niveau de flottant, vous décidez comment est-ce que vous allez placer ça en fait. Quand vous avez bien placé, là, il faut toujours activer ici. Donc, peut-être ancré tout à droite là. Quand je mets ça par exemple et que j'enregistre, forcément qu'il va aller sur mon site. Tu peux le voir quelque part. Et donc, dorénavant, regardez ce que vous voyez. Dorénavant, donc, que ce soit sur le téléphone, que ce soit sur l'ordinateur, donc, je vais donc pouvoir la partager, par exemple, sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux qu'il y a sélectionnés. C'est à vous d'ajouter tous les réseaux sociaux que vous voulez ici, en fait. Donc, c'est à vous d'ajouter tous les réseaux que vous voulez. Donc là, actuellement, il y a seulement les trois sites. Vous pouvez ajouter, vous pouvez coucher tout ce que vous voulez. Donc, c'est libre à vous de choisir. Ça fait que, quand quelqu'un sera sur votre site internet, c'est bien souvent sur le e-commerce. En bas, là, vous posez ça en bas. Quand quelqu'un sur le produit peut donc partager peut-être sur Facebook à son ami. Et quand vous faites ça, qu'est-ce qui se passe? Ça lance directement sur le compte de la personne et ça partage. Donc, si il clique là, ça lance directement sur Facebook. Donc, ça va faire quoi? Ça va partager ça directement sur mon profil. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Donc, alors là, on a fini avec lui. Donc, l'un des éléments en fait qui est utilisé pour gérer cela. Alors, autre chose, il y a parlé en fait ça de ce match ballon social photo fit. Là-bas, c'est pour Instagram. Donc, on va aller chercher ici, là, en fait, là, les publications, peut-être sur Instagram. Regardez souvent, dans certains sites internet, qu'est-ce qui se passe? Quand vous êtes souvent dans certains sites internet, vous allez voir qu'en bas, ils ont parfois mis peut-être les commentaires, ou alors les publications qu'on a fait sur Facebook. Donc, une extension, par exemple, comme Smatch, ça fait ici au niveau des extensions.
On va aller rechercher l'extension, ajouter une extension. Donc, une extension, par exemple, ici, là, comme, comment? Comme Smash, Ballon Fit, social photo. On vous permet aussi là de mettre, en fait, ici, là, des, comment on appelle, d'intégrer vos publications sociales pour ici, là, les rendre disponibles sur votre site internet. C'est un peu comme si vous prenez pour rendre un peu, en fait, c'est un peu pour recueillir, par exemple, les commentaires que les gens ont fait sur un produit. Donc, par exemple, vous avez vendu un produit, quelqu'un allait peut-être en ligne au niveau de la publication, il a fait un commentaire. À travers aussi là, les extensions comme Smart Ballon, Social Photo aussi, vous pouvez aussi là, aller donc chercher, que ce soit les publications, alors que ce soit les informations d'un compte réseau social, Instagram, et donc afficher cela d'être en bas de votre page pour augmenter cela, la preuve, on appelle ça comment, pour augmenter cela, pour vous crédibiliser en fait, donc pour montrer cela que quelqu'un, par exemple, a laissé des commentaires positifs sur votre site internet. Alors tout à l'heure, je parlais en fait ça des moyens en fait ça d'intégrer les réseaux sociaux bien sûr WordPress. Et je vous ai parlé de la première méthode, c'est quoi? C'est d'utiliser une extension par exemple comme Atool, Any ou alors comme Checkout. La deuxième manière donc c'est d'utiliser ici là les flux réseaux sociaux. J'ai parlé par exemple d'Instagram avec l'extension ici là Smash Ballon Social Feed. Il y a également Custom Facebook Feed. Alors Custom Facebook Feed permet de faire quoi? Lui va permettre d'intégrer les publications Facebook. Vous savez très bien que Facebook et Instagram sont l'un des, sont les réseaux sociaux les plus utilisés au monde. Donc, du coup, les gens, sur certains sites, en fait, vous allez voir toujours soit les posts qui ont été faits sur Instagram ou ceux qui ont été faits sur Facebook. Sur Facebook, donc, vous pouvez utiliser dans ici Custom Facebook Feed. Donc, ça, c'est juste un titre indicatif. Donc, quand vous allez revoir la vidéo, vous pouvez regarder ça et vous allez donc utiliser pour tester. Donc, permet cela de tester tout simplement. On ne va pas trop entrer en profondeur. Donc, c'est juste des trucs complémentaires que vous pouvez utiliser pour augmenter le référencement de votre site internet. Alors, quelque chose d'important également, c'est que pour faire la liaison avec les réseaux sociaux, n'oubliez pas la puissante extension qu'on appelle Yoast SEO. Donc, Yoast SEO vous permet également de faire ça. Donc, comme j'ai installé les autres là, en fait, souvent je n'ai même pas obligé, je ne suis pas obligé parfois en fait de les utiliser. Pourquoi? Parce que Yoast SEO en fait permet déjà de faire cela. Qu'est-ce que je fais? Je viens tout simplement également Yoast SEO. Je m'en vais au niveau de vers le niveau de général. Il y a un endroit, si vous vous rappelez très bien la dernière fois qu'on parcourait, il y a un endroit, il y a SEO. Donc, c'est pas au niveau de général, c'est au niveau de l'intégration. Si je ne me trompe pas. Non, ça c'est plutôt pour les extensions complémentaires. Voilà, au niveau de réglage, en fait, au niveau des réglages, il y a un endroit où il y a les réseaux sociaux. Je pense que nous avons vu ça la dernière fois. On va chercher. Au niveau des, bon, on va chercher ça ici. Bon. Parce qu'il y a tellement les éléments. Il y a tellement les éléments. Il faut chercher tout simplement ici pour trouver. Bon, c'est pas trop l'objectif de la leçon, mais il y a un endroit en fait ici là où vous pouvez donc ici là définir tous les liens réseaux sociaux là en fait. Il faut juste retrouver l'endroit réseau. Quand vous voulez chercher un élément, en fait, que vous ne maîtrisez pas l'endroit, vous pouvez faire juste la recherche, hein. Parce qu'on ne peut pas tout retenir. Il y a tellement de choses, on ne peut pas retenir tout ça par cœur. Alors, il y a réseaux sociaux quelque part. On va trouver ça quelque part là. Réseaux sociaux, réseaux sociaux. Bon, il y en a tellement, hein. Je n'ai pas l'endroit ça dans la tête, mais c'est quelque part là où on peut trouver ça quelque part. Au niveau du. On va chercher. C'est quelque chose qui est très important également. Enfin, c'est complémentaire, pas que c'est très important, c'est complémentaire au SEO. La connexion ici. Bon, on va pas trop t'attarder. Il faut juste rechercher l'endroit où c'est en fait. On va juste les configurer. Bon, après là, il va chercher ça, il va vous montrer l'endroit exact bien fait avec les autres éléments. Donc, quand vous allez trouver l'endroit, en fait, là-bas, vous allez tout simplement aller donc connecter
tous vos différents profils. La dernière fois, nous avons vu ça, en fait. Si vous regardez la dernière vidéo, j'étais allé là-bas la dernière fois. C'est juste que je ne me rappelle plus l'endroit exact. La dernière fois, nous avons parcouru l'endroit où il y avait les réseaux sociaux. Si vous vous rappelez très bien. Nous avons bien parcouru l'endroit en question. Juste que je me rappelle plus de l'endroit. Mais bon, c'est pas grave. On va retrouver cela. Donc, une fois que vous avez fait cela, en fait, c'est un avantage. Donc, à travers cela, ici, là, à travers donc, ici, à travers également SEO, en fait, puisque SEO permet de renforcer votre référencement. Donc, quand on va saisir dans votre nom, à partir des différents liens. Parce que ici, là, vous allez mettre juste les liens de vos réseaux sociaux, en fait. Contrairement, par exemple, ici à ce que vous avez installé qui permettait de faire des partages. Celui-ci que vous avez installé, le ad là permettait de faire des partages. Or, maintenant, dans Yoast SEO, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement donc renseigner nos réseaux sociaux. En fait, il faut juste localiser la minute adéquate dans la vidéo de la dernière fois, vous allez voir ça en fait. Donc, quand vous allez donc faire cela, en fait, vous allez copier tous les liens. Vous allez copier le lien de vos pages, voilà, le lien de vos comptes, et tout simplement coller au niveau de Yoast SEO. Et directement, vous allez directement, ça va donc augmenter également encore le référencement naturel de votre site. Alors, est-ce que c'est bon pour vous jusqu'ici? Parce que c'est bon de mon côté. Super, j'avais une question. Oui, oui, Parce que posez votre question. généralement, je vois souvent une icône de WhatsApp sur certains sites. J'aimerais savoir si c'est une extension, un plugin qu'on installe. Exactement, c'est également un plugin. C'est un plugin. C'est très simple. C'est pour ça que je vous ai dit qu'on ne peut pas tout voir. Alors, vous maintenant, allez chercher ce que vous voulez. Par exemple, vous voulez installer le plugin en question. Qu'est-ce que vous faites? Il y en a plusieurs. Vous venez tout simplement au niveau de. On va faire un exemple simple pour que vous puissiez voir. Je vais installer quelque chose, mais je ne sais pas comment le faire. Je ne vais pas tout simplement rechercher. Je vous ai dit quoi? Quand vous avez quelque chose en tête, en fait, sachez que tout ce que vous voulez ajouter, en fait, c'est une fonctionnalité. Et les fonctionnalités, c'est quoi? Il y a des extensions qui ont été créées pour ajouter ces fonctionnalités-là. Il vient tout simplement se ajouter une extension. Je vais tout simplement chercher. Je sais que c'est WhatsApp. Je veux WhatsApp. Qu'est-ce que je fais? Je clique tout simplement ici là. WhatsApp, la recherche. On va remonter plusieurs extensions qui parlent de WhatsApp. Il y a également ce qu'on appelle Jetpack. Jetpack permet de faire ça, mais bon, lui, il est beaucoup plus payant. Alors, les gens n'aiment pas souvent utiliser. Mais voici celui qu'on utilise le plus souvent également. Il y a le Floating Chat Jet. Il permet de lancer plusieurs chats. Ça peut être WhatsApp, ça dépend de vous. Vous pouvez prendre pour WhatsApp, vous pouvez prendre pour Telegram, vous pouvez prendre pour WeChat, vous prenez ce que vous pouvez prendre Messenger. Ça se comprend. Donc, quand vous prenez ça, par exemple, celui-ci, donc ça lit parfois. Hein. Je vous ai montré hier comment on fait en fait. Vous cherchez votre extension, qu'est-ce que vous faites? Vous tapez le nom ici là. Vous cherchez l'extension qui est beaucoup plus installée, une extension que les gens ont beaucoup utilisée. Donc, quand on regarde là, il y a qui? Il y a les deux ici. Mais je vous n'installez pas celui-ci en fait. Parce que lui, il est très lourd le plus souvent. Quand vous installez celui-ci, en fait, lui, il a plusieurs extensions, en fait. Donc, nous, on ne veut pas l'utiliser parce qu'il est payant. Regardez très bien. Jetpack, en fait, c'est l'extension de, de Google, automatique, l'entreprise qui a créé WordPress. Appelez-vous très bien. Je vous avais demandé au départ de créer vous-même vos sites internet sur WordPress.com. Sur WordPress.com, en fait, c'est Jetpack qui gère tout. Même ici, là, on peut installer Jetpack. Mais si on installe Jetpack, en fait, on sera obligé de désinstaller plusieurs extensions. Regardez très bien. Jetpack gère quoi? Il gère la sécurité. Donc, on va désinstaller, en fait, ici, là, euh, WordFence. Il gère également le backup. On va désinstaller encore une draft. Il gère également le changement rapide de page. On va désinstaller encore l'autre LS Cache. Il gère également, en fait, ici, là, l'extension de. Comment on va appeler encore là? J'oublie son nom. En fait, il gère même le référencement naturel, il gère également ça, mais lui, il va vous proposer les versions gratuites, les versions payantes qui seront beaucoup plus chères. Donc, du coup, on ne l'installe même pas. On va tout simplement installer Google Analytics. Il joue presque le même rôle que Google Analytics. Donc, la seule chose qu'on aura besoin sur lui, en fait, c'est là, c'est Google Analytics pour les statistiques. Tout le reste, donc, on va installer des extensions complémentaires. C'est la même chose avec, par exemple, ici, lui, j'ai également les réseaux sociaux. Mais puisqu'on ne veut pas l'utiliser parce qu'il sera trop lourd, on va directement venir installer une extension comme dépend de vous. Il y a plusieurs. Il va également du chat. Donc, ce que vous faites, c'est que vous venez, vous recherchez, vous voyez un peu les notations, vous voyez les notations, celui qui est plus noté, vous le prenez. Donc, également ici, vous pouvez donc voir celui qui est plus populaire. C'est plus populaire, vous prenez et vous passez. Donc, libre à voir en fait. Voici Google Sidekick que vous parlez la dernière fois.
Avec Google Sidekick, en fait, vous allez pouvoir gérer tout ce qui concerne votre site internet. Donc, il y a Search, Google Search Console, il y a Analytics pour tout, l'analyse, l'analytique. Il y a également AdSense, quand vous allez vouloir peut-être monétiser, et également Speed pour gérer le cache. Vous voyez que Google, regardez, l'avantage avec Google, c'est qu'il a plus de 5 millions d'installations. Il vient ici là concurrencer même Just SEO en fait. Donc, SEO est à 10 millions. Mais l'avantage de Google Site, c'est que lui va gérer plusieurs choses au même moment. C'est une grande entreprise qu'il a donc forcément c'est bien maintenu. Donc, c'est ce que nous allons installer quand on va faire notre TP en fait. Donc, on va plus installer manuellement avec Google Search Console. On va directement venir installer Google Site qui va prendre en compte tous les éléments. Est-ce que c'est bon pour vous? Question? Ok, est-ce que les autres ont des questions? Ok, si les autres n'ont pas de questions, on va donc terminer avec les derniers éléments. On avait l'intégration en fait les moteurs de recherche. Alors, donc, après donc, ici, l'intégration sur le moteur de recherche, on passe dans la partie donc, ici, là, qui concerne le marketing déjà. Dans l'intégration, en fait, ici, comment intégrer aussi le newsletter avec MailChimp. Alors, lorsqu'on parle ici là, de newsletter, en fait, ici, là, ça veut dire quoi? On est dans un aspect où on veut créer, en fait, ici, là, une stratégie d'emailing, d'email marketing pour fidéliser en fait nos visiteurs et générer plus de trafic en fait. Donc, lorsqu'on parle de newsletter, ça veut dire quoi? On veut essayer de mettre en place une stratégie. Dans l'emailing, en fait, c'est une stratégie marketing qui permet de fidéliser les visiteurs. Donc, ça dit quoi? On va informer nos visiteurs que ce soit des arrivages, des services que nous proposons et tout. Et quelque chose de très important en marketing, c'est quoi? Quand vous ne communiquez plus, en fait, avec vos prospects, vous pouvez les perdre de vue. Regardez un exemple très simple. Un jour ne peut pas passer sans que vous ayez reçu un message peut-être de MTN ou alors de Orange. Pourquoi? Parce qu'ils veulent toujours être en contact avec vous. C'est donc ça l'objectif à faire également des sites internet. Quand vous créez un site internet, faites l'effort de recueillir en fait les informations de l'utilisateur. Ça peut être le numéro de téléphone, ça peut être le mail. Mais maintenant, nous, on va s'attarder beaucoup plus côté mail. Parce que le téléphone, quelqu'un peut facilement vous bloquer facilement. Mais nous, on va plus s'attarder sur le mail. Vous pouvez également prendre le téléphone. Si vous voulez envoyer les campagnes de SMS, par exemple, c'est la WhatsApp, quand vous envoyez trop de messages, les gens vont vous bloquer. Or, le mail, c'est l'un des systèmes qui marche le plus. C'est pour ça qu'on va toujours mettre en place ce qu'on appelle une stratégie de marketing avec cela, les mails. Parce que l'une des clés du marketing digital, en fait, ce n'est pas ça ce n'est pas ça, en fait, de perdre les visiteurs. Donc, quand un visiteur vient sur le site internet, en fait, on doit pouvoir le garder pour longtemps. Donc, quand il est venu la première fois, on doit faire l'effort, en fait, de regrouper quelque chose sur lui. Donc, vous devez cela garder un lien en direct. Donc, vous devez garder un lien entre tous les utilisateurs qui sont venus sur votre site internet. Même si l'agent vient, en fait, ou alors même s'il ne vous contacte pas immédiatement, vous devez trouver un moyen, en fait, de les garder. Et pour cela, donc, la plus simple des manières, en fait, c'est là. Et la manière la plus efficace, c'est d'utiliser ce qu'on appelle cela les newsletters. Toutes les grosses entreprises que vous connaissez ont toujours une newsletter. Ils font toujours l'effort en fait de mettre un formulaire en bas de l'écran ou bien un pop-up qui va s'afficher pour pouvoir recueillir en fait les informations. C'est un moyen en fait ici là de pouvoir créer une stratégie d'email marketing qui va permettre de fidéliser les visiteurs qui vont venir sur votre site internet et en les fidélisant en fait ici, vous allez donc pouvoir ici là augmenter ou alors vous allez pouvoir générer un trafic ici là qui sera récurrent. Donc, pourquoi? Parce que peut-être chaque lundi, vous allez envoyer les mails pour dire que nouveau produit, ou bien vous parler d'un produit, ainsi de suite. Et ça fait que, même s'il ne regarde pas chaque jour, un jour, il va tout revenir une fois en fait. Parce qu'il va que bon, je suis allé sur cette une fois, j'ai entré mes informations, et chaque jour, je reçois les informations. Un jour comme ça, même s'il ne voulait pas cliquer, il va peut-être cliquer, entrer dans le mail, il va cliquer pour revenir sur le site. Donc, c'est un moyen de garder en fait vos visiteurs. Et pourquoi on va donc utiliser ce qu'on appelle la stratégie basée en fait sur les newsletters. Premièrement, on va utiliser cela parce que quoi? On va prévenir en fait les abonnés lorsqu'on a un nouveau article, un nouveau produit.
Regardez, si vous faites par exemple le e-commerce et vous avez l'arrivage, comment est-ce que vous faites pour informer les gens que vous avez l'arrivage? Si vous allez tout simplement sur le site internet mettre le produit, bah, si quelqu'un ne visite pas le site, il ne va pas savoir qu'il y a arrivage. Donc, l'utilité de mettre en place ce qu'on appelle une newsletter, c'est pourquoi? C'est parce qu'on va prévenir en fait nos abonnés en fait des nouveaux arrivages. Ça peut être l'arrivage des articles, l'arrivage en fait des produits. Ça peut être un nouveau service que vous vendez en fait. On va avoir un avantage en fait, c'est là d'intégrer la newsletter dans un site WordPress. La newsletter, c'est tout simplement quoi? Le fait de pouvoir envoyer les messages de manière récurrente à nos utilisateurs. Pourquoi également on va utiliser la newsletter? C'est tout simplement parce qu'on veut promouvoir nos offres, par exemple. Peut-être si on fait de la formation, on va promouvoir nos formations. Si on fait de la vente de produits, on va promouvoir nos produits. Si on fait peut-être la prestation de services, on va donc promouvoir nos différentes offres. Et c'est quelque chose qui est très important. À chaque fois qu'on fait la promotion sur les éléments que nous vendons, alors que les services que nous réalisons. L'un des éléments, en fait, également, l'une des raisons, en fait, pour lesquelles on utilise les newsletters, c'est que ça va nous permettre de construire une communauté engagée. Quand on a un projet, en fait, ou quand on a un business, il faudrait qu'à côté de notre business, en fait, on ait une communauté. Au même titre que vous avez la communauté sur les réseaux sociaux, il faudrait également que vous ayez un moyen, en fait, d'atteindre facilement votre public cible à travers cela, les campagnes d'email. Vous allez communiquer avec vos abonnés, et communiquer les produits, communiquer les services et tout. Et maintenant, un autre avantage, c'est que à travers cela, une newsletter, en fait, ici, vous allez pouvoir donc automatiser vos campagnes marketing. Quand quelqu'un arrive pour la première fois, vous allez envoyer un message de bienvenue. Quand quelqu'un a entré sur le site internet, il a visité un produit, par exemple. Une fois qu'il a visité le produit, il est parti peut-être à travers le marketing que vous allez faire. Vous allez chercher tous les gens qui ont peut-être visité un produit pour pouvoir les envoyer un message pour dire que le produit, il y a peut-être de la promotion dessus. Et l'un des avantages, c'est que quand les gens auront, par exemple, ajouté le produit au panier, un exemple, sur le site, il vient sur le site internet, je sélectionne l'ensemble des produits. Après, peut-être on m'appelle, j'oublie, je pars. Qu'est-ce que votre site va permettre de faire? Avec une stratégie de newsletter, vous allez donc faire la recherche peut-être dans votre base de données, voir tous les gens qui ont peut-être ajouté les produits à leur panier et qui n'ont pas finalisé la commande. Ils doivent les envoyer faire une campagne pour sélectionner toutes ces personnes-là. Il a fait les promotions, les inciter ici là à revenir sur le site internet en fait ici là, pour voir ici là terminer euh, leur campagne. Alors maintenant, j'ai parlé ici en fait ici là de, 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 de newsletter avec Mailchimp. Donc, il dit intégrer une newsletter avec, avec Mailchimp. Alors, pourquoi on va choisir cela Mailchimp pour intégrer, pour intégrer ici la newsletter? Alors, ce qu'il faut noter, c'est que Mailchimp, en fait, c'est un service qui permet ici là de faire des campagnes marketing, en fait. Et il a une version gratuite, une version payante. Avec la version gratuite, vous faire un tas de choses. Hein. Donc, avec Mailchimp, en fait, donc Mailchimp, c'est l'outil. Si vous voulez utiliser Mailchimp, vous allez tout simplement aller sur le site internet, vous inscrire, créer les campagnes. Et vous pouvez donc ici là également lier votre Mailchimp donc, à votre site WordPress. Voilà l'avantage en fait avec Mailchimp. Il y a également Brevo qui est très utilisé également. Avec Brevo, en fait, vous pouvez faire les campagnes par SMS, vous pouvez faire les campagnes également par WhatsApp. Voilà l'avantage. Il y a Mailchimp, même Mailchimp le fait déjà. Avec Mailchimp, vous pouvez faire une campagne email, vous pouvez faire également une campagne SMS, vous pouvez faire une campagne ici là, WhatsApp. On voit les avantages en fait de ça. Donc, nous sommes déjà ici en fait dans l'aspect marketing digital. C'est très important. Donc, avec Mailchimp, qu'est-ce que vous allez faire? Puisque c'est gratuit, les instructions sont gratuites. Donc, avec Mailchimp, en fait, vous pouvez envoyer les emails à 500 contacts. Donc, si vous avez 500 emails en fait que vous avez recueillis, vous pouvez le faire gratuitement. Et l'avantage avec Mailchimp, c'est qu'il va s'intégrer facilement à WordPress. Donc, WordPress a un plugin. Il y a un plugin Mailchimp, en fait, sur WordPress que vous pouvez utiliser pour envoyer les emails facilement. Donc, vous pouvez intégrer cela pour gérer votre e-commerce, par exemple, ou pour gérer votre site de prestation de service. Et également, avec Mailchimp également, ça va vous permettre de créer des formulaires d'inscription personnalisés. Donc, par exemple, pour créer les emails, vous pouvez le faire directement avec Mailchimp et l'associer avec votre site WordPress. Facile, donc, à travers l'extension, en fait, vous pouvez donc faire cela sans problème. Donc, si vous voulez intégrer Mailchimp à WordPress, c'est très simple. Hein. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez tout simplement ici là au niveau de votre site internet, comme on l'a toujours fait. Une fois que vous êtes ici là,
Qu'est-ce que vous allez faire? Vous cherchez sur l'extension. On va taper tout simplement Mailchimp. Une fois qu'on a cherché Mailchimp, donc, on va tout simplement l'installer, le configurer dans le voilà. Mailchimp pour le commerce. Donc, vous voyez très bien, c'est créé par la société Mailchimp. C'est quelque chose qui est beaucoup utilisé. Donc, vous allez l'installer, l'activer, créer votre compte sur le site internet, faire la liaison. Et une fois que vous avez fait la liaison, vous allez donc copier ce qu'on appelle les clés API. Le cours, nous avons installé beaucoup des extensions et beaucoup parlé ici là des clés API. Une fois que ce sera donc connecté, donc, vous allez également installer celui-ci si vous voulez. Mais ça, c'est une autre personne qui a créé ceci. Mais c'est également très utilisé. Vous voyez que regardez au niveau des nombres d'installation, c'est très utilisé en fait. Donc, il est plus facile par rapport à l'original. Et il offre beaucoup plus de services. Mais forcément, il y a la partie payante. Donc, libre à vous. Donc, une fois que vous avez installé ça, en fait, vous allez donc tout simplement le configurer pour faire des campagnes, par exemple, de bienvenue. Quand quelqu'un va s'inscrire, vous allez envoyer une email automatique. Quand quelqu'un va laisser son panier, voilà, laisser quelques heures, vous allez le relancer et tout. Donc, c'est quelque chose qui est facile, donc c'est pas compliqué. Il suffit juste de connecter l'extension et vous documentez dessus. Et c'est tout. Donc, en ce qui concerne, en fait, c'est la stratégie à mettre en place pour le SEO sur WordPress. La première chose, qu'est-ce qu'il faut faire? Lorsqu'on veut définir une stratégie, nous sommes vers la fin. Lorsqu'on veut définir, en fait, c'est là une stratégie SEO. Donc, lorsqu'on veut mettre en place une stratégie SEO, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a 7 choses qu'il faut respecter. Premièrement, il faut définir ce qu'on appelle une requête cible pertinente. La dernière fois, on sera de quoi les mots-clés. Les mots-clés que vous allez utiliser ici là. Pour pouvoir facilement tomber sur votre, votre page ou sur votre produit lorsqu'on va faire la recherche sur le moteur de recherche. Donc, une fois qu'on a défini la requête cible pertinente, qu'est-ce qu'on va faire? On va structurer la page pour le SEO. Lorsqu'on parle de structurer la page pour le SEO, ce n'est qu'un rappel que je suis en train de faire. Qu'est-ce qu'on va faire? Premièrement, il va falloir bien gérer les titres. Rappelez-vous très bien. On doit avoir un seul titre de nouveau H1. Le titre principal, on doit avoir un titre H1. Maintenant, tout le reste, en fait, ce sera des sous-titres. Titre H2, titre H3, titre H4, en fonction de notre contenu. Donc, par exemple, sur le site internet, par exemple, les sections comme par exemple nos services, pourquoi nous choisir, témoignages, tarifs, fort questions, ce seront des sous-titres en fait, un titre principal. Maintenant, libre à nous maintenant d'ajouter des sous-titres si on veut. Hein. Ça dépend de nous. Maintenant, une fois qu'on a défini la structure de la page, chaque page doit être structurée, titre et sous-titre. Une fois qu'on a structuré donc la page, il faudrait donc qu'on optimise le contenu textuel. Alors, comment on fait pour optimiser le contenu textuel? On va utiliser les mots-clés de notre cible à l'introduction de la page. Il faut les mots-clés. Si c'est un produit, par exemple, si c'est la fiche produit, à l'introduction, il faut utiliser le mot-clé. Le mot-clé. Dans les balises H2, dans les balises que nous avons dans la structure, en fait, ici, là. Donc, tous les éléments de la structure que nous avons fait, en fait, doivent contenir les mots-clés cibles. Dans le corps également de la page, on doit avoir les mots-clés cibles. Les liens doivent contenir les mots-clés cibles. Les images également doivent contenir les mots-clés cibles. Les noms des fichiers qu'on va mettre, en fait, doivent contenir les mots-clés cibles. Nous avons parlé de ça lorsqu'on écrivait notre premier article de blog. Donc, le minimum recommandé, en fait, lorsque vous créez peut-être des pages, de plus ou des fiches produits, on va vous demander d'avoir un minimum de caractères. Rappelez-vous très bien la dernière fois, quand on rédigeait, en fait, on nous disait cela que le contenu est petit. Pourquoi? Parce qu'on ne respectait pas le nombre minimum de caractères. Parce que quand le moteur de recherche indexe votre site internet, quand ils voient qu'il n'y a pas trop de contenu, ça veut dire que bon, forcément, c'est négligeable en fait. Donc, ils vont se dire cela en fait. Donc, le quatrième élément, lorsqu'on veut donc gérer notre stratégie SEO en fait, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut lier notre page au reste du site internet. On appelle des liens. Il faut voir les liens internes, les liens qui partent vers notre page du site. Et maintenant, le sixième élément, qu'est-ce qu'on a? J'ai oublié quelque chose ici, là. Au niveau du quatrième élément, il faut renseigner ce qu'on appelle les métadonnées. Et c'est là où intervient notre SEO. On n'oublie pas les métadonnées. C'est-à-dire quoi? Le titre. On doit toujours remplir notre titre SEO. Le titre SEO va être constitué de quoi? Premièrement, le nom de la page réduit, donc bien référencé avec les mots-clés. Et à côté, on met toujours le nom du site internet. Le nom du site internet doit toujours apparaître soit à gauche, soit à droite.
Là, toujours ici, là, au niveau du renseigner, les métadonnées, c'est ce qu'on appelle la métadescription. Donc, la petite description de la page, ou la petite description du produit, ou alors la petite description ici, là, euh, de notre article. Ça, c'est des choses qui sont très importantes. À côté, on a ce qu'on appelle les liens internes qui vont renvoyer vers le site, ou alors les liens externes. À côté, maintenant, lorsqu'on définit également la stratégie SEO d'une page web, on va essayer d'ajouter ce qu'on appelle des boutons d'appel à l'action. C'est très important. Par exemple, sur un site de prestation de services, on va dire par exemple demander un devis. Pourquoi on va faire cela? Parce que ça va encourager ici en fait nos visiteurs à interagir pour essayer de réduire en fait, le taux de rebond. Rappelez-vous très bien, on parlé du taux de rebond à l'entame de notre formation. Le taux de rebond, ça dit quoi? Euh, le fait que les gens viennent sur le site internet, ils partent sans passer à l'action. Ils partent sans passer à l'action. Pourquoi? Parce que sûrement, vous n'avez pas mis en fait cela des calls, on appelle les call to action. CTA en fait, les appels à l'action. Si quelqu'un vient ici, il passe, ça veut dire que forcément, il n'a pas suffisamment vu en fait des boutons qui lui permettaient de cliquer pour passer à l'action. Comme l'exemple tout à l'heure, si c'est un produit, par exemple, on va dire acheter maintenant. C'est un site de prestation de services, on va dire par exemple demander le devis maintenant et tout. Et maintenant, le dernier élément, c'est qu'il faudrait toujours se rassurer qu'on a soumis la page en question à la Google Search Console. Donc, tout à l'heure que je vous ai montré, en fait, j'ai soumis tout le site avec toutes les pages, avec le sitemap. Vous pouvez également soumettre chaque page une à une. Par exemple, vous avez créé une page aujourd'hui et vous voulez directement la soumettre. Donc, vous copiez sur le lien de la page, vous allez au niveau de la Search Console, vous ajoutez cette page, vous soumettez. Ça accélère en fait cela, le processus. Donc, en respectant donc, cette méthode ici là, vous allez transformer ici là chaque page de votre site internet à une machine à attirer en fait ici là euh, le trafic. C'est clair pour vous. C'est clair pour vous. Ça va être clair avec le temps, boss, avec les révisions et tout. Oui, ça c'est des aspects théoriques. Donc, vous avez tout le cours, c'est à vie. Donc, forcément, vous allez à chaque fois en fait ici là venir regarder parce que c'est des choses importantes. Si vous créez un site internet, vous n'optimisez pas, c'est peine perdue. Surtout si vous voulez faire dans la prestation de services ou alors si vous voulez faire dans le e-commerce, le site doit être bien optimisé. Donc, c'est pour ça que vous êtes ici là que ces parties qu'on fait maintenant en fait sont très importantes. Bien vrai que au départ, on ne va pas directement le voir, mais à long terme, ça va bien juste votre site internet. Donc, c'est très important. Donc, il y a les bonnes parties qu'il faut donc respecter en fonction du type de site que vous êtes en train de créer. Donc, si vous créez un site internet, en fait, il y a les bonnes pratiques. Donc, il y a plus trois cas, par exemple, ici. Il y a plus le cas d'un site vitrine, il y a plus le cas d'un blog, il y a plus le cas d'un site e-commerce. Si on est, par exemple, dans le cas d'un site vitrine, c'est-à-dire quoi? Un site de prestation de services, ou alors un site web d'une entreprise, ou alors le site web d'un freelance qui offre des services. L'objectif, c'est de faire quoi? C'est de générer des contacts qualifiés. C'est lorsqu'on fait dans les sites vitrines, on veut donc ici là générer des contacts. On va voir les gens qui vont nous contacter, les gens qui vont nous laisser des emails et tout. Et donc, l'objectif de cette vitrine sera de générer donc des contacts qualifiés, sera donc de faire des défis, générer des défis, il sera donc de faire cela, des appels. Et donc, lorsqu'on est en train de créer par exemple un site vitrine, qu'est-ce qu'on va faire? Il faudrait qu'on cible donc des mots-clés locaux. Si je suis à Douala par exemple, il faudrait que parmi mes mots-clés, je mentionne toujours Douala. Parce que quand je vais rechercher un produit en ligne, en fait, je vais dire toujours, par exemple, téléphone Samsung A25, je vais tout mettre à côté Douala. Si dans vos mots-clés, par exemple, vous n'avez pas mis Douala sur votre fiche produit, bah, votre produit ne va jamais apparaître parmi les premiers résultats. Donc, c'est très important. Donc, quand vous allez créer euh, parmi les bonnes pratiques, donc, au niveau des mots-clés, vous devez toujours cibler, en fait, des mots-clés locaux. Donc, parmi tous les éléments qui étaient là, au niveau des titres, au niveau des métadonnées, au niveau du corps, il faut laisser là qu'on ait au moins, en fait, là, des mots-clés locaux. Exemple, s'il fait dans le web, il dit, par exemple, agence web à Yaoundé, création, par exemple, de logo à Douala. Vous voyez que, en faisant ça, en fait, quand quelqu'un va rechercher, il va dire peut-être Douala, Yaoundé, ma page va en fait apparaître en premier. Vous allez voir certaines triches parfois. Ils vont créer par exemple une même page peut-être 3 fois. Parce qu'ils veulent que ce soit bien référencé en fait. Il va créer une même page 3 fois, mais avec 3 liens différents. Mais au niveau des mots-clés, il va à chaque fois agencer. Pour dire peut-être agence web à Yaoundé, agence web à Douala, agence web au Canada, et ainsi de suite. Maintenant, la deuxième bonne pratique, c'est que vous devez optimiser chaque page de service de manière séparée. Donc, si vous faites de la prestation de service, ne mélangez pas toute une page et vous dites page nos services. Non. Vous pouvez avoir une page nos services, mais
avoir maintenant chaque page de service individuellement. Par exemple, vous avez la page de développement, la page de design, la page de consulting. Donc, ça facilite également cela, le référencement. Parce que si vous mettez tout dans une page, c'est beaucoup. Mais que tous les éléments dans une page, en fait, ça rend ça touffu. Donc, du coup, il faudrait en fait de cela, subviser cela, que ça marche très bien. Et maintenant, une autre chose, c'est que vous devez mettre en place là, des témoignages clients. Donc, n'oubliez jamais cela, en fait. Ça va dépendre. Surtout au niveau de la vente des produits, il faut toujours des témoignages. Quand moi, par exemple, je vais en vendre en ligne, il y a rappelé cela. Quand je vais acheter un produit, par exemple, sur Amazon, qu'est-ce que je fais? Je regarde d'abord, je vais lire au moins 10 personnes qui ont eu ça. Voir s'il y a des défauts, ainsi de suite. C'est important de toujours mettre en fait les témoignages sur un site, même si vous faites de la prestation de service, même si vous faites dans le consulting, vous devez mettre en place là des témoignages clients. Également, vous devez avoir ce qu'on appelle les questions fréquentes. N'oubliez tout, surtout pas ceci en fait. Quand vous faites de la prestation de service, par exemple, il faut toujours mettre ce qu'on appelle un FAQ. Ça permet également au client d'avoir des réponses, peut-être, même s'il n'est pas encore, même s'il n'a pas eu contact, même s'il n'a pas fait, il n'a pas eu de contact avec vous. Lorsqu'il entre dans le site internet, il va avoir des questions et des réponses en fait. Et également, n'oubliez pas de mettre des formulaires de contact qui sont clairs. Pas un formulaire qui va demander 500 champs. Non. Formulaire clair, simple. Vous demandez peut-être 3 champs. C'est tout. Pas besoin de demander 50 champs. Vous n'avez pas besoin de demander la ville, le pays et tout le moment. Vous demandez quelques champs, 3 à 5 champs, et vous passez à la suite. Là, votre formulaire clair, l'utilisateur le remplit rapidement et il soumet. Également, l'une des bonnes pratiques à SEO, c'est quoi? C'est que vos CTA, c'est-à-dire quoi? Vos call to action, vos appels à l'action doivent être forts. Par exemple, demandez votre devis gratuitement. Vous voyez que c'est fort, donc ça informe directement l'utilisateur de ce qu'il peut avoir. Il veut demander, par exemple, des devis. Par exemple, il y a acheter maintenant. Donc, on appelle ça des call to action qui sont assez forts. Et ça frappe directement à l'œil, en fait, quand l'utilisateur va venir. Et donc, si vous respectez donc tous les éléments que j'ai donné, donc, vous allez donc construire ici là, des pages ou des sites internet qui auront ici ce qu'on appelle SEO bien réglé. Votre SEO va donc s'adapter à votre modèle de site internet. Là, j'ai pris le cas de site vitrine. On doit toujours s'adapter à votre type de site internet. Si on part du côté des blocs maintenant, qu'est-ce que vous avez vu? Lorsqu'on est dans un site de site bloc, par exemple, il y a les sites qui font que on appelle ça comment, les presses. Ils rédigent que les articles de blog, l'actualité mondiale, l'actualité d'un pays, l'actualité d'une ville. Vous voyez que là, maintenant, leur objectif, en fait, sera de faire quoi? De tout simplement, en fait, générer du trafic. Lorsqu'on parle de générer du trafic, ça veut dire quoi? Amener les gens à venir visiter le site en question. On va vouloir les fidéliser. L'audience, c'est-à-dire quoi? Faire en sorte que les gens, quand ils viennent, ils ne partent pas rapidement. Et qu'ils reviennent même chaque fois, en fait. Ça, c'est l'objectif, en fait, d'un blog. Et maintenant, dans l'objectif d'un blog, si on veut appliquer le SEO, la première chose qu'il faut faire, il faut premièrement travailler les mots-clés long train. Par exemple, les mots, il faudrait que les mots-clés que vous utilisez, en fait, c'est des mots-clés qui sont assez longs, donc qui ont déjà le message dans le mot-clé. Donc, des phrases, en fait, bien faites que les gens recherchent le plus souvent en ligne. Par exemple, il y a comment sécuriser si vous écrivez, par exemple, un blog. Quand quelqu'un va taper non seulement ça en ligne, il va directement comprendre. Il va directement si notre article parlait de ça, en fait, directement, ce sera en premier. Par exemple, la meilleure extension SEO en 2025, vous voyez que ce sont des mots-clés qui sont longs. Donc, ce n'est pas justement les mots-clés simples où on a seulement les mots. Là, on a une succession de mots, en fait, qui viennent ici avec un sujet bien précis. Maintenant, l'un des éléments également de bonne pratique qu'on peut utiliser lorsqu'on fait ici là, dans les blogs, c'est qu'on doit toujours utiliser cela, des titres qui vont accrocher HD, H3. Donc, on a toujours cela, un niveau de structuration qu'on doit respecter. Maintenant, également, l'un des éléments importants, c'est ce qu'on appelle cela des liens internes. Il faudrait cela que quand on est dans un article, quand on est dans une page produit, on a un lien vers d'autres articles de notre site internet. Ça, c'est dans le cas d'un blog. Dans le cas des fiches produits, forcément, il faudrait les lier ici avec les produits. On lit le plus souvent des produits. Vous voyez ici là que lorsque l'utilisateur sur un produit, par exemple, il y a les exemples de produits qui sont placés en bas. Et maintenant, si on est dans un site web de type blog, si on veut avoir du trafic régulier, si on veut fidéliser l'audience, forcément, il va falloir qu'on puisse publier régulièrement. Si vous ne publiez pas chaque jour, là, ça veut dire que vous ne faites pas dans le blogging. Si vous faites dans le blogging, il faudrait que chaque jour vous puissiez publier pour que Google puisse
signaler en fait que votre site web est actif. Parce que si votre site n'est pas actif, bah, vous serez toujours en dernier parmi les résultats de recherche. Donc, si votre site est actif, forcément, vous serez placé en premier. Maintenant, l'un des derniers sites internet les plus utilisés, c'est les sites e-commerce. Donc, les bonnes pratiques SEO. Côté e-commerce, c'est quoi? Lorsqu'on a un site e-commerce, l'objectif principal, c'est de pouvoir vendre le plus. Donc, on veut en fait on veut vendre plus en faisant apparaître en fait, les fiches produits. En faisant apparaître en fait, nos fiches produits le plus souvent dans la moteur de recherche. C'est-à-dire quoi? Il faudrait que lorsqu'un utilisateur fait des recherches sur Google, par exemple, notre produit s'affiche parmi les premiers résultats. Donc, on va faire apparaître ça, nos fiches de produits en premier résultat de recherche lorsqu'on recherche dans un moteur de recherche comme Google. Et donc, chaque produit qu'on va créer, chaque fiche produit en fait qu'on va créer doit être unique, il doit être bien optimisé. Et lorsqu'on parle d'optimisation, une fiche produit, c'est-à-dire quoi? On doit avoir un bon nom, un nom qui est complet. On doit avoir tous les mots-clés du produit, en fait, le maximum possible au niveau du titre, parce que le titre est très important. Vous avez montré la dernière fois, par exemple, avec Amazon, comment ils titrent en fait le produit. Avec Glotelo, par exemple, comment ils titrent le produit. Vous voyez que le titre est assez long, parce que là, nous sommes dans un espace au niveau des produits. Il faudrait que quand quelqu'un saisit en fait de simples mots-clés du produit, que votre site internet ait tous ces mots-clés-là pour qu'ils puissent être mis en premier parmi les résultats de recherche. Maintenant, au niveau de la description, quand il s'agit d'un site e-commerce, la description doit être riche en fait. Il doit avoir au minimum 300 mots. Pourquoi? Parce qu'il faudrait qu'on ait une bonne description qui va retenir, qui va comporter, qui va avoir tous les mots-clés possibles de notre produit. Ça va faciliter cela, le référencement. Maintenant, rappelez-vous très bien de la balise Alt. Donc, au niveau des images, il faudrait remplir tout ce qui concerne les champs qui sont sur les images lors de l'ajout d'une image. Également, dans un site e-commerce, on doit favoriser cela, les avis. J'ai rappelé ça tout à l'heure. Il faudrait toujours mettre les avis quelque part en bas du produit. Donc, les gens doivent pouvoir mettre les avis, vous contrôlez les avis, vous les affichez. Il faut également les FAQ produits. Donc, sur une fiche produit, par exemple, il faut également avoir les questions-réponses que vous allez proposer. Et donc, quand vous êtes sur une boutique en ligne, donc, il faut donc travailler en fait, c'est toujours également les mots-clés d'entraîne. Bon, là, j'ai juste fait la même chose que de l'autre côté, mais au niveau des mots-clés d'entraîne, c'est quoi? Au niveau du titre, donc, vous avez vu qu'au niveau du titre, il faudrait que le titre soit le plus long possible. Pas que, bon, je ne dis pas long pour être long, simplement, hein. Il faudrait que le titre soit le plus complet. Il puisse avoir tous les éléments dont on a besoin. Et vous avez montré l'exemple la dernière fois, donc, c'est quelque chose que vous connaissez déjà. Maintenant, il faut travailler également la vitesse de chargement de nos pages. Et parce que quoi? Parce que Google visite également, il n'aime pas en fait les sites qui durent pour charger. Et si c'est dur pour charger, la première chose qu'on doit regarder, c'est les fichiers qui sont dans le site. Une fois qu'on regarde les fichiers, si les fichiers sont lourds, on essaie de compresser ces fichiers-là. Maintenant, regardez s'il n'y a pas trop de le cache. On va vider le cache, par exemple. On regarde si le serveur, au niveau technique, en fait, si au niveau technique, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de logiciels malveillants, par exemple. Donc, ça, c'est des éléments qu'on doit regarder. Et maintenant, dans un site e-commerce, j'ai dit toujours qu'il faut toujours ajouter un espace bloc. L'espace bloc dans les sites internet attire le trafic. Donc, lorsqu'on a un site internet, il faut toujours mettre une partie bloc. Parce qu'avec la partie bloc, ça vous permet d'attirer le trafic. Vous allez publier des articles en rapport à votre business et en publiant dans ces articles-là, ça attire les gens. Quand quelqu'un va venir sur ce site internet, même s'il ne venait pas acheter, en fait, il va directement voir que, vous proposez les services, vous proposez peut-être les produits, il va aller regarder. Et peut-être en regardant, en fait, il va être blasé par quelque chose. Donc, ce qu'il faut donc retenir en ce qui concerne ici, le SEO, c'est quoi? C'est que votre SEO, en fait, doit s'adapter à votre modèle de site que vous construisez. Donc, quand vous construisez un site internet vitrine, le SEO va s'adapter. Lorsqu'on construit Internet type bloc, le SEO va s'adapter. Lorsqu'on construit une boutique en ligne, le SEO va s'adapter. Par exemple, là, pour résumer, par exemple, le site vitrine, c'est quoi? Le site vitrine, c'est quoi? On cherche, en fait, c'est la crédibilité. Lorsqu'on a un site vitrine, c'est pour se crédibiliser, en fait. Une entreprise qui fait de la prestation de services, lorsqu'elle a un site vitrine, elle veut se crédibiliser. Elle veut ici, là, augmenter les conversions, c'est-à-dire quoi, les gens qui viennent passer des commandes. Lorsqu'on a un blog, par exemple, l'objectif, c'est quoi? C'est de faire la visibilité, de produire du contenu. Lorsqu'on a une boutique en ligne, l'objectif, c'est de faire quoi? C'est d'optimiser chaque fiche produit. Vous voyez ici là, on veut optimiser en fait les fiches produits et optimiser la performance pour que chaque page soit chargée rapidement. Donc, c'était tout en ce qui concerne aussi cette partie SEO et un bref aperçu
la partie marketing. Est-ce qu'il y a des questions? Questions?